Nous sommes de retour avec nos invités, lui Magloire Kemayo, journaliste et écrivain, et Soa Kelso, consultant et coach en politique et en entrepreneuriat, et Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. C'est ce dernier qui a la parole puisqu'il voulait ajouter quelque chose. Oui, on parlait de la Côte d'Ivoire. Oui, ce que je voulais dire, c'est vrai que à tous les moments, il y a toujours des discussions en coulisses. Mais maintenant, ce qui se dit en coulisses, je ne pense pas que les deux camps, je parle du camp Ouattara et du camp Gbagbo, les deux camps qui vont se rencontrer au sommet bientôt, je ne pense pas qu'ils ont déjà la solution aux véritables problèmes en Côte d'Ivoire, surtout les problèmes politiques. Parce que si c'en est ainsi, je crois que les deux se rencontreraient juste pour baliser le terrain de la réconciliation et on allait tous applaudir. Sauf que quand vous regardez un peu ce qui se passe, c'est que Gbagbo a déjà rencontré Bédié. Ceux qui se sont dit, qui peut aujourd'hui nous dire concrètement le contenu réel de leur conversation. Maintenant, si Ouattara tend la main à Gbagbo et qu'il l'accepte, est-ce à dire que ce que Gbagbo et Bédié se sont dit va être au centre de leur discussion? Parce que certainement, on parle d'alliance entre Gbagbo et Bédié, moi, je veux avoir du contenu dans cette alliance-là, parce que Bédié, il a déjà fait alliance avec Ouattara, il a déjà fait alliance avec d'autres, mais Gbagbo aussi finalement, a déjà fait alliance avec Ouattara. Oui, mais finalement, qu'est-ce qu'on en tire de ces alliances-là? Donc, je me dis que c'est peut-être des alliances de fait, enfin, occasionnelles, qui ne résolvent pas les problèmes ivoiriens. Maintenant, la rencontre Gbagbo, Bédié et Ouattara, tout le monde est d'accord qu'il y ait cette rencontre. Parce que il faut désormais que les Ivoiriens se réconcilient entre eux. Et comme l'a dit Louis Magloire, c'est qu'il faut que au moins ça commence au sommet pour que la base arrive à suivre le mouvement. Mais nous attendons aujourd'hui clairement le message fort à la suite de cette rencontre-là. Si nous tous, nous sommes d'accord que cette rencontre-là est importante, il faut désormais que ces deux chefs d'État arrivent à sortir le message fort pour véritablement une réconciliation en Côte d'Ivoire. Après cette rencontre, lui, Magloire Kemayo, on va espérer avoir une autre également, celle-là entre les trois. Oui, mais je crois que ce n'est pas obligatoire, parce qu'il y a déjà eu une rencontre entre Bédié et Ouattara après les législatives qui avaient quand même été organisées dans un contexte de violence inouïe. Donc les deux se sont parlé. Puis aujourd'hui, le président de la République, c'est quand même Alassane Ouattara. Donc il peut les rencontrer individuellement et puis demander au gouvernement de prendre le relais et que les formations politiques accompagnent cela. Mais il n'est pas indispensable de mettre tout le monde. Et puis à côté de ça, moi je pense qu'il faut en plus, parce que pendant près de 10 ans, le gros reproche qui a été fait à Alassane Ouattara, c'est que non seulement il n'a envoyé personne de son camp à la Cour pénale internationale, mais en plus, il n'a rien fait pour une véritable réconciliation entre l'Ivoirien. Or, après la dernière élection présidentielle et les législatives, il a constitué un gouvernement, encore une fois, où il y a un poste qui est réservé à la réconciliation nationale. Je veux croire qu'il donnera du contenu à ce poste-là et que ce ne sera pas juste une ligne sur le nombre de postes ministériels dans son gouvernement, que ce sera quelque chose de concret. La dame qui occupe ce poste ministériel a énormément œuvré à différents niveaux
pour la réconciliation entre Ivoiriens. D'abord à l'université, ensuite dans sa formation politique et après dans le gouvernement, avant même la création de la commission qu'a présidée Charles Konan-Banny. Donc elle sait de quoi il est question et je crois qu'il est important de lui donner une place importante dans l'architecture du gouvernement et que à la suite de la rencontre qu'il y aura avec Gbagbo, on rentre dans le concret. Les paroles, ça fait plus de 30 ans qu'on les entend aujourd'hui. Et il faudrait que ces 3 hommes politiques, même si on ne doit pas les envoyer à la retraite, il faudrait qu'ils aient la sagesse de laisser un pays sain, un pays équilibré et réconcilié à ceux qui viendront après eux. Et ça, pour terminer, rentrer dans le concret, c'est tout ce qu'on peut espérer de cette rencontre à venir. Je donne mon assentiment à ça, sauf que moi, pour rentrer dans le concret, la Côte d'Ivoire a 4 grands mouvements politiques, s'il faut le céder ainsi. Il y a le camp Soro, il y a le camp Gbagbo, il y a le camp Bédié, il y a le camp Ouattara. Donc, pour qu'il y ait une réconciliation telle qu'on le veut, qu'on la veuille, il faudrait que les 4 se réunissent. Et ça commence par comment dire, le pardon ou l'amnistie de Guillaume Soro. Si les 3 se réunissent, quoi qu'ils disent, Eric vient de le dire, si eux ils sont d'accord que l'autre vient, il est l'élément perturbateur, ça ne va pas marcher. N'oublions pas, c'est lui qui a été le chef rebelle quand il a dirigé tout ça là et qu'on ne sait pas là où ils ont encore placé les armes. Oui. Donc, d'une manière ou d'une autre, s'ils veulent vraiment réconciliation, Ouattara n'a qu'à laisser son histoire d'être tout rancunier là. Il n'a qu'à faire table rase. Il est le seul à être rancunier. Oh, Ouattara plus rancunier que tout le monde dans le monde. On a vu Gbagbo aussi rancunier. Gbagbo a été rancunier, mais finalement, il est venu au pays. Vous voyez Ouattara est rancunier, il est au pays. Non, Ouattara a le pouvoir, même il n'a pas reçu Gbagbo, comme Magoula le dit. Vous voyez, c'est que quand vous voyez tout ce que Ouattara a fait, c'est que c'est anti-réconciliation en fait. C'est que celui qui veut la paix tend la main aux autres. Non, ça, ce que je dis, c'est comme si tu tends la main droite à quelqu'un et par la main gauche, tu fais autre chose en bas. C'est la politique. Hein. Non, c'est cette connotation que les gens donnent. La politique, moi, je la définis simple. On dit l'art de gérer la cité, l'art de mieux gérer la cité. Si je prends l'expression comment dire, latine, au début, on disait que c'est comment le gouvernement du peuple, ce que ça, Abraham Lincoln a dit ça. Mais la politique... C'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie. Et la politique, c'est gérer la cité. Et maintenant, c'est l'échec de la politique qui a mené la démocratie, l'art de mieux gérer la cité. Et là où je voulais parler de la notion d'Abraham, ça voudrait dire qu'il faut bien faire. Il n'y a pas de maçon. Tout ce qu'on dit, ça n'a rien à voir avec la politique. Je peux être mauvais. Ça ne veut pas dire que la politique m'a rendu mauvais. Donc, les gens confondent ce genre de choses. Il faudrait que les politiques soient honnêtes. Tu peux être honnête en politique et s'en sortir. C'est quand je connais les secrets de mon frère, je peux dénoncer ces secrets pour l'avoir. Mais je ne dois pas mentir dans son compte pour l'avoir. C'est ça qui est mauvais en politique. Les gens mentent dans le compte des autres pour s'en sortir. C'est très mauvais. Donc, il faudrait qu'on appelle tout le monde. À tous les acteurs là-bas en Côte d'Ivoire. Non, pas quoi. Ça aussi en Afrique et au Togo, moi, je dois le généraliser. Hein. Il faut... Allez, il a généralisé, après il a singularisé. On passe au Mali. La justice malienne a annoncé le 21 juillet avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur la tentative d'assassinat du président de transition, le colonel Assimi Goïta, alors que l'agresseur présumé, dont les motivations et l'identité restent inconnues, était toujours entendu par les services de renseignement maliens. Eric Johnson, il faut que finalement la justice fasse son travail. Ça dure, hein, même si cela fait 3 jours ou 4, si je ne me trompe pas. Oui, mais il faut avoir des tentatives d'assassinat. Oui, mais attends, il faut avoir des éléments. Jusque-là, on parle encore de présumés innocents. Il faut que la justice ait des éléments probants pour pouvoir faire son travail. À l'heure où nous parlons, le monsieur est toujours écouté. Tout simplement parce que, d'abord, quelqu'un que vous prenez, vous l'amenez en garde à vue, il s'endort, il se réveille, il commence par raconter des choses. Mais quelle crédibilité vous donnez déjà à ces propos? Donc, il faut que la personne revienne en elle pour pouvoir véritablement vous dire pourquoi il a fait ça. Parce que jusqu'aujourd'hui, on parle d'un enseignant, quelque part, je ne sais pas, mais c'est quoi l'objectif de son acte? Il faut que la justice ait, parce que vous savez, il faut lui faire un procès verbal
auprès de la police judiciaire. Et c'est sur cette base-là qu'il faut l'envoyer devant le procureur de la République pour qu'il soit entendu. Et s'il y a procès, on va le faire. Mais je pense que cette affaire, quand vous regardez véritablement la façon dont les trucs se sont passés, personnellement, je me dis, attention, on est dans un pays où la sécurité est véritablement à terre, mais... Surtout la sécurité d'un président. D'un chef d'État, oui, mais attends, être tenté de le poignarder ici, j'ai douté, hein, très franchement. Oui, Louis Magloire, on va justement parler de cela. Les gens parlent de montage d'actes isolés et autres encore. Je veux avoir votre avis sur cela. En tant qu'observateur, alors. Je n'ai rencontré ni l'un ni l'autre. Je ne peux pas vous dire avec précision ce qui était le mobile, ou est-ce qu'il y a eu une complicité qui fait que le chef de l'État malien a mis en scène cette tentative de coup d'État. Mais ça arrive quand même dans un contexte spécial. D'une part, le pays a connu 2 coups d'État en moins d'1 an. On se souvient que le président Dioncounda Traoré avait été agressé lui-même à Koulouba, dans le palais. Et on se souvient également que c'est ce mois-ci, il y a eu l'assassinat du président haïtien et qu'il y a eu également la tentative d'assassinat du président malgache dont on nous parle. Donc on est quand même dans un contexte où ces choses-là se produisent et les enquêtes sont en cours. Espérons que tout sera fait pour que la lumière soit établie. Et du côté des enquêteurs, la chose ne doit pas être prise à la légère parce que non seulement ils ont besoin de savoir s'il y avait des complicités et si ces complicités existent, il faut les établir. Donc ils vont probablement refaire le parcours de son téléphone, savoir quelles sont les personnes avec lesquelles il a échangé. Bref, il y a un besoin d'approfondir l'enquête pour savoir qui l'a fréquenté, ce qu'ils se sont dit, ce qui pourrait les lier les uns aux autres et surtout les lier par rapport à cette tentative d'homicide-là. Parce que pour moi, quand on essaie de tuer quelqu'un et qu'on essaie de le tuer avec un couteau à la gorge, on ne fait pas semblant de le tuer. C'est vraiment qu'on veut attenter à sa vie et qu'on veut être certain que le coup qui sera porté sera fatal. Donc espérons que la justice livrera tous ses secrets et espérons surtout que les services maliens ne laisseront pas la situation se dégrader pour qu'en plus de la crise sécuritaire qui sévit au Mali, qui est quand même le maillon faible, qu'on le veuille ou pas, des pays du Sahel en matière de lutte contre le terrorisme, qu'à cette crise sécuritaire-là ne vienne pas s'ajouter une crise politique qui est déjà latente avec les coups d'État, mais qui pourrait être accentuée si celui qui a fait les 2 derniers coups d'État est lui aussi assassiné et que le pays tombe dans une vacance de pouvoir. Et ça, vous avez vu les images, elles sont, disons, amateurs. Je m'interroge. En réalité, d'abord, il y a plusieurs situations, circonstances qui laissent présager que c'est un montage. Vous voyez, on a en période de Covid-19 où on interdit aux gens de se réunir beaucoup pour prier. C'est-à-dire que le président pouvait prier dans son palais. C'est pas grave, il faut le faire. Étant donné qu'au Togo, on a interdit que les gens n'aillent pas au stade. Ça veut dire que le président pouvait prier chez lui. Et en plus de cela, le président devait avoir une équipe de communication avec des caméras sophistiquées. Et on devait équiper la mosquée de caméras, étant donné que le président devait venir là-bas. En plus de cela, quelqu'un qui veut faire un coup d'État réussi, le Mali où les armes sont partout, il devait avoir une arme et non un couteau. Étant donné que le président est entouré de ses gardes, il serait difficile de l'approcher comme ça. Et voilà l'état de celui-même qui veut tuer la personne. D'abord, il est trop frêle, pour ne pas dire grêle, et puis éthique de forme. Et il est difficile que lui, là, puisse porter un coup grave quand même à Assimi Goïta quand on voit sa carrure, là. Maintenant, d'autres, ceux qui circulent sur les réseaux sociaux, les gens disent que c'est la France. La France a le pouvoir d'appuyer un bouton depuis là-bas, ça va tuer des gens. Ils ont des drones. Ils n'ont pas besoin quand même de ça. Si tu veux faire quelque chose, pourquoi on dit c'est toi, tu le fais, on sait quoi c'est toi. D'abord, c'est le premier. Sans oublier que Assimi Goïta a tenté une approche avec... une rencontre avec les Russes où il veut que donc pour avoir l'engouement de la population et avoir la main facile pour aller passer. Actuellement lui aussi on ne commence pas à le critiquer au Mali. Donc il pouvait créer cette opération de com pour augmenter sa cote de popularité. Parce que quand vous allez lors de l'indépendance, je pense que le premier coup de tête qu'on a fait, on reprochait au président d'être socialiste.
bizarrement, celui qui avait dit au président qu'il est, quand il est venu, il dit parti unique, qu'il faut que la population décide populaire. Donc, les Maliens nous ont habitués à ça. Puis ça fait 5e coup d'État, je pense que ça. Maintenant, ce qui m'intrigue, ce qui me fait rire, lui aussi, il a fait coup d'État et il est venu. Pourquoi ça lui étonne si on le fait coup d'État? C'est quoi? Lui n'a pas voulu assassiner. Non, oui. D'abord Ibeka, ensuite Bandao. Non, de tout le monde, tous ceux qui ont fait. L'enseignant a voulu tout simplement. Il a menacé ceux-là s'ils n'acceptent parce qu'il dit qu'il allait les exterminer. C'est pourquoi les gens ont accepté ce qu'il a dit. Quand on fait coup d'État, on ne prend pas, comment dire, on ne prend pas les membres du gouvernement, on les amène au camp. Là-bas, vous négociez sans savoir ce que vous leur avez dit. Et bon, moi, je pense qu'il y a une loi qui dit que tout ce qu'on a accepté sous contrainte n'est pas valable. Donc, normalement, c'est ce qu'il a fait. Donc, moi, à part ce qui est flagrant comme opération de com, je m'étonne. Vous ne voyez plus de... Non. Parce que, et puis actuellement, quand vous lisez tout le monde dit c'est la France. Donc, comme d'habitude. Ça montre, c'est ça même le problème. On ne plaît qu'aux riches. Oui, c'est ça. Donc il faudrait que les gens arrêtent d'insulter notre intelligence des fois. Et parce que faut augmenter un coup d'État digne de ce nom. Je t'assure, c'est ce que Magloire dit. D'abord, il devait avoir des complices. Comment on a permis à ce que la personne s'approche tant du président là-bas? Parce que je suis sûr que c'est la même chose au Togo que soit au Mali. Quand le président prie, il doit avoir écart entre là où le président est en train de prier et là où les autres se prient. Le président se mélange facilement. Il suffit que même celui qui est à côté le prenne ainsi. Donc, et même si on nous dit qu'il y a un problème de sécurité, c'est que tout ce qui se passe là-bas, là, de grâce... qu'on ne suit pas l'intelligence africaine. Allez, vous allez parler juste après la pause. Oui, la pause.